Bien, donc l'idée est la chose suivante et on va parler de quelque chose de très compliqué pour le moment. Donc ce que je veux vous montrer pour l'instant, c'est ce truc-là. Je sais que vous ne voyez rien, ça va venir. On est parti. Alors, on va parler aujourd'hui... Oh, s'il vous plaît, là, on est parti. Donc, comme vous le savez, on a étudié des circuits en régime sinusoïdal forcé. Vous avez largement le droit de vous poser la question de savoir pourquoi on a une obsession aussi forte pour les sinusoïdes. D'accord? Voilà. Et en fait, il s'avère que c'est à cause de ce truc-là. Donc, ce que vous êtes en train de voir sous vos yeux ébahis, c'est en fait ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Ça, c'est la version compliquée du problème. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. L'idée est la chose suivante. Vous avez un théorème qui vous raconte le truc. Si vous avez une fonction qui est périodique, quelle que soit sa tronche, d'accord? Donc, en particulier, une fonction créneau. Comme je sais pas où elle est, j'ai perdu mon... Fonction créneau, comme ce truc-là, d'accord? La fonction rouge, là, qui est au bout. Vous pouvez prouver qu'elle s'écrit comme une série, c'est-à-dire comme une somme, d'accord, de fonctions sinusoïdales, avec des amplitudes et des phases, qui sont ce qu'elles sont. En général, les amplitudes décroissent avec le... Et ces fonctions sinusoïdales ne sont pas prises au hasard. Il s'avère qu'en fait, les fréquences que vous avez à l'intérieur de ces fonctions sinusoïdales sont toujours des multiples entiers de la fréquence de base. La fréquence de base porte un nom que les musiciens et les musiciennes connaissent très bien, qu'on appelle le fondamental. D'accord? Et les fréquences multiples portent un nom que les guitaristes connaissent très très bien, ça s'appelle les harmoniques. D'accord? Donc quand un guitariste joue des harmoniques, en fait, il joue la fréquence double, d'accord, en cassant le fondamental sur sa corde, en tuant le ventre au milieu. D'accord? C'est pas très très compliqué. C'est pour ça que tous les instruments fonctionnent par ailleurs. Donc, dans le principe, ce que ça vous montre, c'est que... Alors ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a compris ça, ça signifie un truc extrêmement important. Si vous prenez si vous savez étudier n'importe quel signal sinusoïdal pour un système linéaire, alors vous savez étudier n'importe quel, si vous, par exemple, si vous savez étudier la réponse d'un système à n'importe quelle excitation sinusoïdale, c'est-à-dire à n'importe quelle fréquence, alors vous pouvez connaître la réponse d'un système à n'importe quelle entrée périodique, tout simplement parce qu'en fait, votre second membre, ça va devenir une somme de fonctions sinusoïdales, et vous avez un théorème qui s'appelle le principe de superposition, que vous avez dû voir en maths, je suppose, maintenant que vous avez fait les équations différentielles. Ah, pardon. Donc vous allez voir en maths, pardon, que en fait, lorsque votre second membre est une somme de fonctions, eh bien en fait, une solution particulière, c'est la somme des solutions particulières associées à chacun des termes de la somme. Ça s'appelle le principe de superposition. Donc en gros, si votre second membre, aussi dégueulasse soit-il, est une somme de trucs que vous connaissez, eh bien vous connaissez le résultat. Donc en gros, étudier les fonctions sinusoïdales, ça vous donne l'ingrédient de base pour étudier à peu près n'importe quoi, de périodique. D'accord? Alors pour vous convaincre de ça, j'ai fait une petite simulation assez rigolote, d'accord? Et en fait, ce que j'ai tout simplement, c'est du Python, hein, ce que j'ai demandé à Python de faire, c'est, bien sûr je connais les amplitudes, donc je bricole un peu pour que ça marche bien. En gros, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris d'abord trois harmoniques, enfin deux harmoniques au départ, je peux montrer les marquer pas. Ah si, parce que voilà. En gros, donc, quand je vais essayer de construire un signal quelconque, je vais donc faire à une fréquence f0, je vais donc faire, je l'ai appelé f1, je vais donc faire cosinus de f1 fois, enfin 2pi f1 fois t, plus une amplitude fois avec la fréquence double, plus une amplitude avec fréquence triple, etc. etc. D'accord? Ici, en fait, je prends un cas où je vais me limiter aux trois premiers harmoniques, c'est-à-dire la fréquence double et la fréquence triple. Il s'avère que dans le cas d'un signal créneau, l'harmonique double a une contribution nulle sur le sujet. Donc quand j'écris trois harmoniques, en fait, ce que je fais, c'est que je fais la somme, en fait, de la fonction sinusoïdale qui ici est en bleu. D'accord? Vous la voyez, là, c'est là. Si je retrouve mon curseur, elle est là. D'accord? Plus la fonction sinusoïdale qui est en orange. Donc vous pouvez vous convaincre qu'elle a une fréquence 3 fois plus élevée que la fréquence bleue. Si vous faites la somme entre les deux, vous trouvez la courbe en rouge, qui bien sûr ne ressemble pas à un signal créneau, mais on commence à comprendre l'ingrédient dans cette histoire-là, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, vous allez tuer un peu le sommet ici, d'accord, pour que grosso modo ça fasse un truc un peu machin.
Si vous augmentez le nombre d'harmoniques, donc là j'ai fait 10 harmoniques, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'harmonique d'ordre impair, donc en fait ça fait simplement 5 courbes, d'accord x1, x3, enfin il n'y a pas d'harmonique d'ordre pair, pardon. Donc ça fait 5 courbes, donc ça fait x1, x3, x5, x7, x9. Donc c'est toutes ces courbes-là, qui sont pas très jolies, d'accord, avec des amplitudes qui, vous pouvez le constater, diminuent au fur et à mesure. Et bien en fait, vous commencez à construire un signal comme ça, une espèce de signal un peu crénelé là, et avec des petits résidus de sinusoïdes. Et puis au fur et à mesure, en fait, vous allez rajouter des sinusoïdes de plus en plus petits, vous allez décaler la phase pour que ça marche bien. D'accord. Bien entendu, vous ne connaissez pas encore la transformation de Fourier, il y a des calculs qui vous permettent de connaître pour chaque composante la phase qui va bien et l'amplitude qui va bien. Et en fait, au bout de 200 harmoniques, vous tombez sur un truc qui ressemble à ça. Donc vous voyez, on est presque sur un signal créneau. Il y a encore des petites bavures là qui se promènent. Et si vous faites 1000 harmoniques, vous voyez que c'est quasiment un créneau. Bon, il est un peu arrondi ici parce qu'un créneau, on aimerait bien qu'il soit discontinu, mais là, pour le coup, il va falloir aller jusqu'à l'infini pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à une discontinuité. Donc, bien entendu, on ne va pas lister toutes les composantes qu'il y a là. Vous voyez qu'en fait, ça fait une espèce de brouhaha avec plein de fréquences très petites dans cette histoire-là. Mais vous pouvez construire n'importe quel signal périodique comme une somme de signaux sinusoïdaux. Autrement dit, étudier la réponse d'un système à un signal sinusoïdal vous donne est vraiment un truc fondamental, parce que là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, je peux vous en donner un autre, d'accord? Par exemple, non pas avec un signal triangle, mais avec un signal, là c'est pas un signal créneau, mais avec un signal triangle, d'accord? Donc c'est par là. Je sais que rien n'a changé, mais ça, c'est pas gênant. Il suffit juste que je fasse ce truc-là, et que je fasse ça marche? Ça va? Ça marche? Parfait. Donc là, vous voyez que dans le signal triangle, pareil, j'ai fait la même chose. Hein. Donc des harmoniques 3, etc., etc. Donc là, j'ai pris deux harmoniques. Donc il y a la bleue plus la orange. Elles ne sont pas disposées pareil. Mais si je les somme correctement, ça va me donner déjà une première courbe qui ressemble à un triangle. Mais vous voyez, il y a un peu trop d'arrondi parce qu'il n'y a pas assez d'harmoniques pour tuer la partie ronde. Et puis quand je passe à 10 harmoniques, vous voyez que je tends vers un truc de plus en plus triangulaire. Et avec des pointes de plus en plus convaincantes, on va dire. D'accord? Et à 200 harmoniques, déjà, la courbe rouge ressemble quand même très très fortement à une courbe triangulaire. Ouais. C'est les fonctions sinusoïdales avec des fréquences plus et multiples de la première. D'accord? On va le redéfinir tout à l'heure en cours, mais voilà. Donc l'idée, en fait, je prends vraiment une fonction avec une fréquence donnée, puis ensuite je rajoute un cosinus avec une fréquence double, puis une fréquence triple, puis une fréquence quadruple, avec des amplitudes qui vont bien. Et en fait, en fonction des amplitudes et des phases que vous allez choisir, vous allez construire une courbe périodique. Et n'importe quelle courbe périodique peut être construite comme ça, avec un bon choix des amplitudes et des phases. Je t'écoute. Du coup, si on fait ça dans le sens, si on nous donne un créneau, on peut retomber sur... Sans aucune forme de problème. En fait, là, ça, vous verrez ça l'année prochaine en maths si les transformés de Fourier sont encore au programme. En gros, il y a des formules, en fait. En fait, si vous connaissez l'expression de votre fonction sur une période, vous pouvez calculer, c'est un calcul intégral, vous pouvez calculer les coefficients. En fait, en gros, vous l'écrivez comme A cosinus plus B sinus, et vous pouvez calculer A et B à chaque fois. Voilà. Donc après, là, moi, j'ai pas fait ça. Je crois pas que j'ai fait ça. En fait, j'ai dû prendre les résultats donnés pour le signal créneau et le signal triangle, et j'ai rajouté les harmoniques comme ça. C'est des formules qui sont connues pour le coup, pour des signaux aussi basiques, on connaît les formules. Voilà. On est là, voilà, et ça se fait quoi. C'est du calcul primitif. On est d'accord là-dessus? Donc c'est ça l'importance du chapitre qui vient. Ok. L'idée, c'est de se dire, j'ai un système linéaire, je lui injecte un signal sinusoïdal en entrée. C'est quoi le signal sinusoïdal que j'ai en sortie? Donc c'est la suite de ce qu'on a fait lundi et vendredi. D'accord? Mais en fait, au lieu d'avoir un point de vue de type, telle grandeur, elle va réagir comme ça, on va avoir un autre point de vue qui va être un point de vue entrée-sortie. Tension d'entrée, tension de sortie. Ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle un filtre. D'accord? Et c'est pour ça que ce chapitre s'appelle le filtrage. Alors vous connaissez, il y a des filtres que vous connaissez très bien, par exemple les filtres à café, c'est la même chose, d'accord? Alors pourquoi ça s'appelle un filtre? Parce qu'en fait, votre filtre, justement, ne va pas se comporter pareil en fonction de la nature de l'entrée, en particulier en fonction de sa fréquence en l'occurrence. Pour un filtre à café, c'est la même chose. Un filtre à café, c'est un truc qui va laisser passer le liquide, mais pas le solide. Sinon, c'est pas bon. On est d'accord? Voilà. Vous avez déjà utilisé une passoire dans votre vie? Une passoire, c'est un filtre. Ça laisse passer l'eau, mais pas les pâtes. D'accord? Voilà. Si vous connaissez les Shadowg, vous avez aussi des passoires qui laissent passer les pâtes, mais pas l'eau.
qui laisse passer les pâtes et l'eau, enfin voilà, il y a plein de filtres différents, d'accord? Donc, nous, en l'occurrence, si vous ne connaissez pas les Shadowg, bah, vous êtes un culte, accusé que je vous dise, voilà, c'est comme ça. Et nous, ce qui va nous intéresser... Alors après, dans les filtres électroniques que vous connaissez, il y en a... En fait, le filtrage, hein, c'est un truc que vous connaissez instinctivement. Par exemple, on vous a appris que vous ne perceviez les ondes électromagnétiques qu'entre 400 et 800 nanomètres. Vous vous souvenez de ça? Ça fait de vos yeux un filtre qui ne transmet pas à votre cerveau tout ce qui se passe en dehors de cette zone, et qui transmet à votre cerveau ce qui se passe dans cette zone. Plus exactement, vos yeux sont composés en fait de 3 filtres. D'accord? Un filtre dans le rouge, un filtre dans le bleu et un filtre dans le vert. Qui, cumulé, vous donne à peu près ce truc-là en rond comme ça. Ouais. Les oreilles, c'est exactement la même chose. D'accord? Et en fait, donc les oreilles, vous savez que ça laisse passer les fréquences entre 20 Hz et... Alors 20 kHz, c'est vraiment pour le moyen mnémotechnique, plutôt 15, d'accord? 15-16. D'accord? Mais dans le principe, c'est ça. Tous ces filtres-là, comme vous pouvez le constater, laissent passer une bande de fréquences et évacuent tout ce qu'il y a à l'extérieur. Ces filtres-là portent un nom, ça s'appelle des filtres passe-bande. D'accord? Si vous avez un téléphone portable, c'est un fil passe-bande. C'est un truc qui va s'intéresser à la bande passante de votre numéro de téléphone et qui va évacuer tout le reste. Je vous rappelle que votre téléphone portable reçoit l'intégralité des conversations téléphoniques. Bah oui. Il n'y a pas de... Bon, il y a des trucs un peu directionnels, mais dans le principe, vous baignez, là en l'occurrence, dans l'intégralité de l'activité de tous vos téléphones portables. Le fait que vous ayez que la vôtre, ça tient à votre téléphone portable, pas à une sélection particulière. Bah, en fait, si vous avez encore chez vous des vieux téléphones filaires, d'accord? Eh bien, ça devient de plus en plus compliqué parce que est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des téléphones filaires qui ne sont pas branchés sur un modem? C'est-à-dire qui sont branchés directement dans la prise téléphone du mur. Ça n'a plus vraiment existé pour le coup, d'accord? Mais quand ça existait encore, c'est-à-dire quand j'avais votre âge, grosso modo, enfin un peu plus jeune que votre âge, ça arrivait d'entendre un bout de conversation à côté. Parce que ça, mais c'est complètement random, hein, vous savez pas qui c'est, mais juste, en fait, c'est les deux filtres qui sont pas très loin, donc vous êtes en plein, vous entendez la conversation, et puis vous entendez un petit bout de conversation qui se balade parce que les deux filtres se mordent un peu. Par contre, par exemple, un truc très con, si vous utilisez une radio FM, par exemple, dans une voiture, vous sélectionnez une fréquence, vous êtes d'accord que vous recevez l'intégralité des radios dans votre voiture. D'accord? La radio ne sait pas que vous êtes en train de l'écouter, en fait. Il y a toutes les radios qui émettent, et vous sélectionnez ce que vous écoutez. D'accord? Ça, c'est un fil passe-bande. Même punition, même motif. D'accord? Oui. Les réponses souvent, les questions rares. Mémoire, c'est un filtre. Non. Filtre comment, en fait? Enfin, je comprends pas. Alors, factuellement, déjà, c'est un filtre incontrôlé. Et juste pour information, la mémoire, c'est un truc qui n'existe pas. De la même façon que ta perception n'existe pas. La mémoire est simplement une reconstruction a posteriori d'un monde que tu espères correspondre à ce qui s'est passé en vrai. Et ça marche jamais, de surcroît. D'accord? Voilà. La mémoire, c'est juste une simulation. Ta mémoire, c'est une simulation numérique, en fait, qui te raconte le monde dans un autre endroit. Voilà. Ouais. Est-ce que du coup, il y a l'inverse, qui laisse tout passer sauf une fréquence? Ça existe, ça s'appelle un coupe-bande. Voilà. Donc ça existe aussi. Alors, qu'est-ce qui serait un coupe-bande? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui serait un coupe-bande? Je sais pas, moi. Quelqu'un qui mange pas de coquillages, c'est un coupe-bande. Il mange tout sauf les coquillages. Voilà. Voilà. Je sais pas, moi, j'essaie de... J'en sais rien, moi, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de filtrage peut s'appliquer à peu près à n'importe quel domaine, surtout. D'accord? C'est ça le principe. Les coupe-bandes, c'est pas facile à trouver. Et après, vous avez aussi des passes bas et des passes hauts, d'accord? Voilà, on va voir tous ces trucs-là. Chose qui laisse passer que les hautes fréquences, chose qui laisse passer que les basses fréquences. Si vous avez déjà vu un haut-parleur dans votre vie, les haut-parleurs sont souvent des passes-bandes, voire des passes bas ou des passes hauts. D'accord? Qui laisse passer tout ce qui est en bas, tout ce qui est en haut, etc. etc. On est au clair là-dessus, sur cette histoire-là? Donc ça, c'est juste pour le contexte. Maintenant, on va rentrer dans les détails techniques, d'accord? Et on est parti pour le cours. Quick. À l'attaque, il faut juste que je fasse ça. Et c'est parti. Je sors mes questions de cours histoire d'être sûr que je fais les choses. C'est le chapitre, je sais pas combien. 5. Réponse asymptotique.
régime forcé. Filtrage. Grand 1, généralité. Petit 1, spectre. Voilà. Si vous voulez fermer les rideaux là-bas, ça peut être intéressant. Vous voyez, tout le monde voit bien ou à cause du reflet? Vous pouvez baisser les rideaux s'il vous plaît. Ça serait gentil. Voilà. T'arrives à l'attraper ou? Voilà, là c'est un peu con parce que je pense que t'es un... Ouais, vas-y, tu peux prendre. Sinon là... Voilà. Ouais, je pense que c'est celui-là qui pose le plus de problèmes. Voilà. Ok, je te remercie. Donc, spectre. Donc, le truc que je vais vous donner, c'est la chose suivante. Ça, vous êtes censé le connaître. Vous le retrouverez l'année prochaine, de toute façon, en traitement du signal. D'accord? Donc, théorème de base. Tout signal. D'accord? Alors, le mot signal est un mot que vous ne connaissez pas encore. Pour l'instant, dans votre tête, vous pouvez imaginer que c'est juste une grandeur physique quelconque. D'accord? Pour l'instant, vous pouvez même dire une tension électrique. Voilà, un truc comme ça. D'accord? Tout signal périodique. De période T, d'accord, peut se décomposer de la façon suivante. Donc, on y va. Ce signal, je vais l'appeler S de T. Donc ça, c'est mon signal. La première chose qu'on va avoir, c'est en fait un truc dont on s'occupera très peu, c'est sa valeur moyenne. Autrement dit, il peut avoir une composante constante dans son histoire, d'accord, voilà, qui est là. Tout le reste, est-ce que vous êtes toutes et tous convaincus que tout le reste a donc une valeur moyenne nulle? Parce que si vous prenez la valeur moyenne de ça, c'est égal à la valeur moyenne de ça, plus la valeur moyenne de ce qui suit. D'accord? Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est ce qui va se passer. Mais, voilà, d'accord, donc toute la partie valeur moyenne est concentrée là-dedans, enfin, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, vous avez une somme de k égale 1 à plus l'infini. Donc c'est une série infinie, d'accord, de, alors je vais les appeler comme ça, grand AN, cosinus de, alors, vu que c'est périodique, c'est bon, n fois f1 fois, alors, n fois 2pi fois f1 fois t plus phi indice, et c'est pas un n, c'est un k. Et c'est AK. Voilà. AK. Plus phi k. D'accord? Donc, je vous donne je vous dis ce que ça raconte dans ces histoires-là. Donc, ça, c'est la formule. Voilà. Donc, avec, et on est parti. J'ai perdu ma craie. Donc, avec. La première chose, alors, j'aime bien l'appeler F1. Parce que ça correspond au cas k égale 1, d'accord? Donc F1, c'est ce qu'on appelle la fréquence de base, c'est tout simplement en fait 2pi, pardon, pas 2pi, 1 sur t. Voilà, c'est la fréquence de votre signal. Oui. 2pi. K fois 2pi fois F1 fois machin. D'accord. Oui. On va avoir un chapitre dans lequel il y a maths non. Fourier ou pas? Ça s'arrête là. Ah, okay. Il y aura peu de choses près, ça s'arrête là, sinon on aura un cours de maths l'année prochaine. Ah, ouais. Ouais. Et du coup, on a les mêmes propriétés pour AK et positif. Oui, tout à fait. Donc, avec F1, machin chose. Voilà, ça, pour l'instant, je m'arrête là. Ok, d'accord. Alors, ensuite, tous ces termes, les termes de cette somme-là ont des noms. D'accord? Donc là, on va passer à quelques définitions. Donc, première chose, le terme qui correspond à k égale 1. D'accord? Qui s'écrit comment, en fait? Suivant. Donc, vous voyez qu'il s'écrit A1 cosinus de 2pi f1t plus phi 1.
D'accord? Voilà, c'est ce terme-là. Vous voyez que ce terme-là est exactement à la même fréquence que S. C'est bon? Parce que F1, c'est 1 sur T. D'accord? À la même fréquence que S, pardon, s'appelle le fondamental. D'accord? Non, ça s'appelle le fondamental, le terme fondamental. Voilà. Voilà. En musique, on dit la note fondamentale, donc c'est féminin à cause de note, mais voilà. Oui. Sur mon A, il y a un accent, où ça? Bah oui. Ah, pardon, non. Pardon. Oui. Si. Si, il est à la même fréquence, quoi. Il y a des virgules, quoi. Il est à la même fréquence que. Voilà, c'est ça. Mais je comprends la logique, quoi. D'accord? Les autres, pour cas strictement plus grand que 1, s'appellent les harmoniques. Et donc il y a un théorème trivial vu l'écriture, c'est que la fréquence F1 K du kème harmonique, c'est tout simplement K fois F1. D'accord. La fréquence du kème harmonique vaut F1 K est égal à K fois F1 A. Petite remarque, ça marche aussi pour le fondamental. F1 égale F1 en remplaçant K par 1. Enfin voilà, c'est pas grave. C'est pour ça que je l'appelle F1 en fait. Il y a des cas où on l'appelle F0 pour dire que c'est le truc de base, mais je trouve ça confusant par rapport à cette notation-là. Voilà. On est d'accord? Voilà l'idée. Donc après, effectivement, hein, en manipulation, c'est des fonctions sinusoïdales, donc 1 est positif, phi 1 est compris entre moins pi et pi, enfin c'est les mêmes délires dans ces histoires-là. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors en fait, il s'avère que je vous raconte tout ça en fait pour parler d'un truc qui porte un nom qu'on appelle le spectre. Le spectre d'un signal. Alors non, il y a un théorème. Oui, enfin si, pardon, je vais faire comme ça. Donc en gros, je vous raconte ça pour définir, ça s'appelle le spectre. Le spectre, c'est la donnée des AK. Ce qu'on appelle le spectre, en fait, c'est la donnée des AK. Que valent les divers AK dans cette histoire. Dans les diverses amplitudes des composantes de votre décomposition. D'accord. Donc, c'est une définition, pardon. On appelle spectre. Alors en général, si on parle de spectre en amplitude, alors il existe effectivement le spectre en phase, mais en général, ça n'intéresse pas grand monde, d'accord? Donc souvent on dit spectre, c'est juste en amplitude. En fait, l'ensemble des AK. Voilà. Donc on parle de spectre, on parle aussi de composition spectrale, d'accord? C'est-à-dire c'est quoi les fréquences qu'il y a dedans, d'accord? Ça c'est le truc. L'ensemble des FK s'appelle composition spectrale. De S. Donc en gros, par exemple, si vous avez, par exemple, on va prendre un truc simple, si vous prenez par exemple une note dans un piano, typiquement, voilà, non pas un piano, on va prendre une guitare. Une guitare, en gros, la composition spectrale, hein, vu que ça descend assez vite, la composition spectrale pertinente, c'est votre fréquence, le double, le triple, le quadruple. Vous avez vaguement x5 pour avoir la tierce naturelle qui se balade là-dedans. Mais après, ça commence vraiment à devenir petit. D'accord? Voilà, pour le piano, c'est plus grand. C'est pour ça que le piano a une sonorité plus riche. Vous avez des harmonies qui durent plus longtemps, etc. etc. D'accord? On appelle la composition spectrale. Voilà les fréquences qu'il y a dedans, en gros. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez dans cette histoire, donc au niveau mathématique, vous n'aurez jamais à manipuler ça en physique, d'accord? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, le spectre, c'est un peu les ingrédients que vous avez mis dans votre fonction périodique.
On est d'accord? Voilà. C'est comme ça que vous la construisez, finalement. Alors, il y a un théorème quasiment évident. Si vous avez une fonction sinusoïdale, quelle est sa composition spectrale? Bah oui, mais donc il y a combien de termes dans une fonction sinusoïdale? Il n'y en a qu'un seul, d'accord? Sa composition spectrale est réduite à son fondamental. Le spectre est réduit à son... D'accord? Voilà. C'est ça l'idée. Donc c'est un théorème important quand même, quelque part. Voilà. Donc on y va. La composition spectrale d'une fonction sinusoïdale est réduite à son fondamental. D'accord? Alors, l'histoire de spectre, c'est une notion hyper importante, en particulier... En fait, c'est une notion que vous croisez tous les jours sans vous en rendre compte, c'est-à-dire que dès que vous entendez un son qui est produit par un instrument de musique quelconque, ou un instrument qui produit des sons, typiquement une voix, d'accord? Vous avez forcément une composition spectrale qui est beaucoup plus riche que simplement le fondamental, d'accord? Vous ne sortez quasiment jamais un son qu'on va appeler monochromatique, c'est-à-dire un son sinusoïdal, d'accord? Vous avez déjà entendu un son sinusoïdal, un vrai son pur sinusoïdal? Alors le diapason, ouais. Alors le diapason, c'est déjà la version civilisée du problème. Il y a quand même quelques harmoniques dans un diapason, d'accord? Donc je vous fais ça si vous voulez. Je dois avoir ça quelque part. Bougez pas, ça va venir. Donc on va prendre là à peu près. C'est ça, un son monochromatique. Il y a une raison pour laquelle on ne fait pas des concerts avec ça. Alors en fait, si vous avez des très vieux téléphones, pour le coup pareil, vous savez, les téléphones qui font du bruit quand on les décroche. Vous avez déjà vu ça? Quand vous décrochez un téléphone, ça fait ça. C'est un LA440. C'est pour ça qu'on peut accorder ces instruments en décrochant le téléphone. Enfin, qu'on pouvait accorder ces instruments en décrochant le téléphone. Sinon, quand vous décrochez le téléphone, il se passe que dalle, puisque vous n'avez plus ça. D'accord? Ça fait mal à la tête? Ah, pas encore, tu vois. J'ai des trucs rigolos pour toi. Alors, petite remarque, on parlait de filtres, d'accord? J'aime la vie. D'accord? Donc maintenant, la prochaine fois que vous me faites chier, c'est ça qui se passe. D'accord? Il y a des gens qui entendent ou des gens qui n'entendent pas. Voilà. Donc il y a une partie des gens parmi vous qui sont déjà vieux, désolé. Voilà. Et puis voilà. Et les autres qui souffrent un peu. Voilà. D'accord? C'est absolument horrible. Mais je sais plus comment ça s'éteint en fait, c'est triste. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. C'est éteint? Ah merde! C'est pas éteint? Si, c'est éteint, c'est ça. Voilà, non, c'est juste désagréable, c'est tout. Oui. Top. Oui. Ouais. Enfin, grosso modo, c'est réduit à la fréquence de son fondamental. Je suis allé, c'est ça l'idée. Alors, petite remarque, un spectre, ça se représente en général par une représentation un peu moche, qui est la suivante. Donc, un spectre se représente de la façon suivante. En fait, c'est un espèce de graphique comme ça. Ici, vous mettez les valeurs de K. Donc, K égale 1, 2, 3, 4, etc. Et vous mettez, en fait, tout simplement les AK. Donc, c'est un espèce de graphique en bâton. Voilà. Donc là, par exemple, là, vous aurez A1. D'accord? Ici, vous aurez, par exemple, A2. D'accord? Ici, vous pouvez avoir A3. Alors, en général, les harmoniques, c'est une fonction décroissante de K, mais c'est pas obligatoire, etc. C'est bon là-dessus, vous voyez comment ça marche? Donc ça, c'est la représentation d'un spectre. Clac. Pour celles et ceux qui se posent la question, si jamais vous avez une fonction qui n'est pas périodique, alors en fait, votre spectre devient une courbe. C'est-à-dire que vous avez plein de valeurs, qui ne sont plus des valeurs discrètes, mais des valeurs continues. D'accord? Vous avez peut-être déjà vu ça une fois dans votre vie. Le spectre d'émission du soleil, par exemple, je vous parle.
C'est exactement la même chose, sauf que vous avez une répartition continue des fréquences dans votre composition spectrale, au lieu d'avoir simplement des entiers comme ça. Je t'écoute. En abscisse, il n'y a rien. Enfin, Bah, c'est le numéro. C'est le numéro des harmoniques. 1, 2, 3, 4, 5. L'échelle, on s'en fout un peu, ouais. Voilà. Alors après, petite remarque, si jamais vous voulez mettre ça en fréquence, en fait, ça va être réparti exactement pareil. Parce que si vous mettez F1, 10, 1 ici, bah, vous aurez F2, F3, etc., etc. D'accord ? Donc, en gros, ça sera exactement la même répartition que vous mettiez des numéros, ou vous mettiez ça fois des fréquences, puisque de toute façon, c'est simplement une dilatation d'échelle, par le même facteur. Oui, je t'écoute. Y a-t-il quoi que ce soit qui relie directement entre eux? Non, enfin oui, la forme de ton signal final. Voilà, voilà, le résultat de la somme. C'est tout. Je t'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, bah, c'est au pif, ça dépend. Oui, c'est au pif. Enfin, c'est au pif, ça dépend de ton signal, mais voilà, ça respecte, ça peut ressembler à ça. Alors, je fais tout ça pour un truc qui est au programme, qui arrive maintenant. D'accord ? Il s'avère qu'il y a un truc qui est important, c'est que... Et c'est pas forcément évident comme résultat. Oui. Ouais. Je vais dire, je dis un ouais avec en me disant qu'il y a peut-être 0,01% des cas où ça va merder. Alors, en fait, non. En fait, si, c'est forcément le plus grand. Ouais. Franchement, dans des cas pratiques, F1, c'est le plus grand, quoi. Parce que c'est lui qui va donner quand même la grande forme de ton truc, quoi. Si tu regardes les exemples tout à l'heure, même avec le signal triangulaire, tu vois que déjà que l'harmonique d'après, il était 2 fois ou 3 fois plus petit. D'accord ? Voilà. Alors, petite remarque, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez trouver la solution d'une équation différentielle. Donc, imaginez que votre second membre, ce soit un signal de ce type-là, avec la somme de tous les cosinus. En gros, vous n'allez pas traiter ça, vous allez dire, moi je sais traiter cosinus oméga t pour n'importe quelle valeur de oméga, et après je reconstruirai la solution en faisant la somme. Donc là, on a gagné. Donc pour tout ce qui est grandeur linéaire, les solutions, en fait, vous avez un truc qui marche bien. Le problème, c'est qu'on a croisé dans le chapitre d'avant une grandeur physique qui n'est pas linéaire. Vous vous souvenez de laquelle c'était ? Qu'est-ce que vous faites là, à danser comme ça, là ? C'est bon, ça ? Non mais entre les boxeurs et les danseurs, on va pas s'en sortir, quoi. D'accord ? Donc, une grandeur pas linéaire, vous vous souvenez ? Non, une grandeur, c'est jamais homogène tes réponses. Une grandeur. Et on l'a pas croisé, la diode. Non. C'est bon, calmez-vous. Donc, une grandeur pas homogène. Pas homogène, c'est une grandeur pas linéaire. Un truc qu'on s'est un peu battu pour trouver la formule. Exact, la puissance, plus exactement. La puissance, d'accord ? Donc en fait, la puissance étant le produit de grandeur, c'est pas un opérateur linéaire. Et ça, c'est assez pénible parce que, est-ce qu'on a un théorème sympa qui nous raconte que, grosso modo, quand vous avez un signal périodique qui se décompose en trucs, est-ce que, grosso modo, on peut calculer facilement la puissance finale de tout ce merdier en fonction des puissances des grandeurs qui vont bien ? Alors là, vous imaginez cette espèce de grosse somme avec des cosinus partout, là. Vous mettez ça au carré. Et vous voyez que ça va peut-être pas bien se passer. Sauf qu'en fait, si. Si, parce que quand vous prenez une somme de cosinus, on va le faire juste avec 2 si vous voulez. D'accord ? Imaginez que je prenne cosinus oméga t plus cosinus 3 oméga t par exemple. Ou 2 oméga t, voilà. On est d'accord là-dessus ? Si je mets ça au carré, je vais avoir en fait 3 termes. Un terme en cosinus carré de oméga t, d'accord ? Un terme en cosinus carré de 2 oméga t. Et un terme croisé de machin. Quelle est la valeur moyenne de ce truc-là ? Ça va être 1,5. D'accord ? C'est la valeur moyenne d'un cos carré. Ça aussi. Et la valeur moyenne du dernier terme, ça va être 0. D'accord ? Parce que c'est un produit de fonctions sinusoïdales que vous pouvez remettre comme des fonctions sinusoïdales avec des différences de fréquence. D'accord ? Et en fait, alors bien que ce truc ait l'air complètement dégueulasse, en fait, ça se passe hyper bien. C'est-à-dire que si vous faites la valeur moyenne de tout votre, enfin la valeur quadratique moyenne de votre signal, et bien en fait, ça va être la somme des valeurs quadratiques moyennes de l'intégralité de vos composantes, de vos harmoniques. Donc c'est cool. Ça n'avait pas l'air gagné au départ, mais c'est ça. Ce truc-là, vous le verrez l'année prochaine.
en maths comme sous le nom du théorème de Dirichlet. D'accord? Voilà. Je crois que c'est celui-là, le théorème de Dirichlet. Je suis pas sûr. Si jamais je dis une connerie l'année prochaine, m'en voulez pas trop, je crois que c'est celui-là. D'accord? Donc, l'idée est la chose suivante. Donc là, c'est juste pour faire sortir le problème. Là, vous devez l'admettre. On montre. Alors que la valeur quadratique moyenne de S, c'est-à-dire S efficace, vous vous souvenez de ce S efficace là? D'accord? Et bien en fait, donc la valeur moyenne de S va dégager. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que vous soustrayez toujours la valeur moyenne avant de calculer la valeur efficace. D'accord? Et bien en fait, ça va être la somme de K égale 1 à plus l'infini des AK carré sur 2. Autrement dit, ce truc-là étant la valeur efficace. Pardon, c'est efficace au carré. Excusez-moi. Sinon je mets une racine, mais voilà. Donc S efficace au carré, ça vaut ça, qui est la valeur efficace au carré de la km composante. Donc ça c'est aussi très très cool parce que ça vous montre que si vous avez un signal d'entrée qui n'est pas sinusoïdal mais qui est simplement périodique, vous pouvez étudier le truc en sinusoïde sans aucune forme de problème et dire en fait chaque composante, ça va bien se passer. D'accord? En gros, alors ça c'est hyper important parce que ce que ça vous raconte à l'arrivée, c'est que bien que vous ayez mis ça au carré, donc à un moment vous avez des termes qui se mélangent en termes de fréquence, et mais en fait ça vous montre un truc que physiquement on peut résumer de la façon suivante, les diverses fréquences ne se voient pas. Autrement dit, si vous avez un signal avec une composition spectrale très riche, c'est littéralement la superposition de toutes les composantes, et les composantes entre elles ne se voient pas. Ni énergétiquement, ni dans le truc. C'est un truc, c'est une somme brutale. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez, si par exemple vous prenez une corde de guitare, donc vous faites bing, d'accord, et vous avez plein d'harmoniques là-dedans, c'est comme si vous en avez pris une avec un son pur, la même corde avec un son pur au fondamental, le même avec le double, le même avec le triple, et vous avez juste additionné tout. Ça sera la même énergie, enfin la même puissance moyenne, la même énergie dépensée, la même signature spectrale. En gros, et ça c'est un théorème hyper fort en électromagnétisme de manière très générale, les diverses fréquences ne se voient pas. En fait, tout se passe comme si vous aviez fait une superposition de réalité, et vous n'avez pas de mélange au milieu. Ça paraît pas, mais ça semble con comme histoire, mais juste... je vais encore faire une anecdote culinaire parce que vous avez faim, d'accord? Voilà. Si vous prenez si vous prenez un yaourt et du sucre, quand vous les mélangez entre eux, ça finit par se voir quand même, d'accord? Vous avez pas, ça se passe pas comme si vous avez mis du sucre et du yaourt, d'accord? Ça se mélange. Donc en général, quand vous mélangez des trucs différents, bah, ça finit par produire des effets de mélange ou d'interaction entre les deux. Il s'avère que quand vous avez des signaux, comme ça, périodiques, eh ben, ils ne se voient pas les uns les autres. Il n'y a pas de termes énergétiques croisés au milieu qui vont vous faire chier, des choses comme ça. C'est une superposition bête et méchante sur le sujet. Ouais. Et on ne peut pas, avec ce qu'on voit au final, repartir au début et... Si, on peut, tout à fait. Alors ça, la transformée de Fourier, c'est génial. Hein, ça marche dans un sens, dans l'autre. Vous explorez ça avec la transformée de Laplace, pour le coup. Vous pouvez, Laplace, c'est le même genre de délire. Hein. C'est partez dans un sens, dans l'autre. Voilà, vous connaissez Laplace, vous connaissez la fonction, vous connaissez la fonction, vous connaissez Laplace. Voilà, c'est le même genre de délire. Si on n'a que le truc final, on va dire, il peut en avoir une infinité de départs différents. Non, c'est unique. La décomposition est unique, c'est génial. Non, c'est magique. Par contre, il faut que tu aies la donnée des AK et des FIK. Ouais. Et après, bah, c'est le résultat de la somme. C'est tout con. Ouais. Il ne se voit pas entre eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terme qui procède d'une interaction entre les deux fréquences. Il n'y a pas une perte de puissance liée à ça ou une augmentation de la puissance liée à ça. Grosso modo, la puissance de chacun des termes, enfin la puissance totale, c'est la puissance de chacun des termes. Il n'y a pas un bout qui va venir au milieu faire se croiser ou faire un truc comme ça. C'est assez sympa comme résultat pour le coup. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, ça nous rassure pour la suite. Ça signifie que grosso modo, on peut donc aller tête baissée dans le fait que j'étudie que des fonctions sinusoïdales. Parce qu'après, il me suffit, quelle que soit la grandeur qui m'intéresse, de faire une somme. Une somme plus ou moins grande, une somme plus ou moins pénible à faire, mais juste une somme. Vous pouvez additionner les puissances efficaces, vous additionnez le spectre, vous additionnez le machin. Voilà, vous êtes content, à l'arrivée, vous avez tout. D'accord là-dessus? Donc ça, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Vous réinvestirez ça largement plus l'année prochaine quand vous ferez vraiment du filtrage avec des fréquences, de la décomposition, side fois, etc., etc. Moi, je m'arrête ici, je dois vous enseigner ça. Bon.
juste. Mais bon, j'ai une ligne longue comme le bras qui dit interpréter physiquement le fait que la valeur efficace d'une grandeur est la somme des valeurs efficaces de ses composantes. Voilà. Donc je dois faire tout le boulot avant pour que vous compreniez quelque chose quand même. D'accord. Mais voilà, c'est ça la base. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc en gros, l'énergie, enfin la puissance quadratique moyenne de ça, c'est la somme des puissances quadratiques moyennes de toutes ces composantes. Voilà. Avec un carré, pardon. Voilà. Et bien les parties, petit 2, puisqu'on parle de filtrage, on va donc parler de filtre. Notion de filtre. Alors, j'ai plusieurs façons de le voir, mais comme vous avez déjà fait le cours en SI, je vais vraiment faire un truc très SI, et ensuite on va le basculer en électrocinétique. D'accord? Donc, un filtre est un dispositif qui prend une grandeur en entrée et qui possède une grandeur en sortie. D'accord? C'est ça qu'on appelle un filtre. Une grandeur d'entrée que je vais appeler E, et une grandeur de sortie que je vais appeler S, comme sortie. D'accord? Cette grandeur d'entrée est a priori dépendante du temps, et la grandeur de sortie est aussi a priori dépendante du temps. Donc en SI, si je me souviens bien, vous notez ça un peu genre comme ça. Vous avez un E, alors il y a H un peu plus tard. D'accord? Pour qu'il y ait H, il faut plein de conditions. D'accord? Mais effectivement, voilà. Donc vous appelez ça un bloc en SI, si je ne me trompe pas. Voilà. Et quand vous mettez plein de blocs, vous appelez pas ça un filtre? Un schéma bloc, d'accord, voilà. Enfin, l'ensemble du merdier, c'est un filtre, mais chaque bloc est aussi un filtre. D'accord? Voilà. Oui. J'arrive pas à lire Une grandeur d'entrée, une grandeur de sortie. permettant à une grandeur Non, présentant. Vraiment, un filtre, c'est juste une vue de l'esprit. C'est vous avez une entrée, vous avez une sortie. Ce qui se passe entre les deux, c'est un filtre. Et donc, c'est pour ça que la notion de filtre, ça peut être n'importe quoi. Une passoire, c'est un filtre. Vous avez une entrée, c'est ce qu'il y a dans votre casserole. Vous avez une sortie, c'est vos pâtes. Voilà, super. C'est un filtre. Voilà, ou l'eau en dessous, enfin, ça dépend. Voilà, un filtre à café, c'est un filtre. Parce que ça s'appelle un filtre à café. D'accord? Vous avez de la flotte qui tombe avec du café dedans, et à l'arrivée, vous avez du café. Vous êtes content. Je sais pas, vas-y, Mathéo. Oui. Est-ce que la notion de filtre implique que l'entrée doit être différente de la sortie? Non. Tu peux avoir un filtre qu'on appelle un suiveur. Un suiveur, c'est qu'on S égale E, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a aucun impact en fait, sur En fait, vous n'avez même pas de contrainte générale sur le fait que S et E doivent être de même nature. Par exemple, vos bâtonnets, c'est un filtre qui, en passage, convertit la lumière en signal électrique. Tu as une entrée, la lumière, tu as une sortie. Un signal électrique. Ça peut être tout. Vraiment, c'est un mot qui veut pas dire grand-chose, c'est juste une façon de voir le problème. Voilà. Ouais. Mais si on considère l'exemple que vous donnez avec les pâtes et l'eau, Ouais. du coup le filtre il faire quelque chose. Le filtre, c'est ta sortie. C'est qu'est-ce que tu caractérises comme étant ta Mais là, sortie. c'est comme s'il y avait deux sorties du coup. Bah, ça dépend ce que tu appelles ta sortie. D'accord. C'est vraiment une vue de l'esprit, en fait. C'est vraiment une caractérisation d'un problème, juste en disant, bah, c'est ça mon entrée, c'est ça ma sortie. Si tu décides que ta sortie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ta passoire, bah, ta sortie, c'est les pâtes. Si tu décides que ta sortie, c'est ce qu'il y a en dessous de la passoire, bah, ta sortie, c'est liquide. Est-ce qu'on peut considérer les deux? Non, en général, avec une sortie. Sinon, tu as deux filtres, en fait. Tu modèles ça comme deux filtres. Voilà. Tu as le filtre du haut, le filtre du bas. Voilà. Ouais. Du coup, on pourrait le voir comme juste une autre flèche qui descend dans le rectangle. En général, il y a une entrée, une sortie, pas deux sorties. Voilà. Non, il y a deux, sinon il y a deux filtres. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Élise. Est-ce qu'on peut dire qu'une lentille, c'est un filtre? Ouais. En vrai, ouais. En vrai, il y a une entrée, il y a une sortie. En gros, tu peux considérer qu'une lentille, c'est un filtre avec en entrée un objet et en sortie une image. Aucun problème. Vraiment aucun problème. N'importe quel truc où vous pouvez dire de façon relativement correcte qu'il y a un truc en entrée, il y a un truc en sortie, et entre deux, il y a une boîte noire. C'est un filtre. Voilà. Ouais. dans un filtre, il y a tout un tas, on va dire, de réactions chimiques, de réactions physiques qu'on traduira par des calculs. C'est ça. Il peut se passer plein de trucs là-dedans. Du coup, ça va se déterminer, c'est ça? Bah non, enfin on va voir, oui. Mais
Arrête de vouloir connaître la saison 5 avant d'avoir commencé la saison 1, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Comme ça. Voilà. Il y a deux filtres. Voilà. Tu rentres la même chose et ils sortent des trucs différents. Oui. Est-ce qu'une sortie peut être le résultat de deux filtres? Il y a, oui. Non, alors tu peux avoir des filtres avec plusieurs entrées, ce qu'on appelle des additionneurs, typiquement des multipliers, etc., etc. D'accord, ça, il y a un peu de tout, quoi. Bon, voilà. Je continue. En électrocinétique, ceci est modélisé par un quadripôle. Voilà. Donc, un quadripôle, ça veut dire 4 pôles. Bien joué. Vous êtes fort. D'accord. Et en fait, E de T, ça va être donc... Ça va être la tension entre les deux pôles d'entrée. Et S, ça va être la tension entre les deux pôles de sortie. Donc, et E et S sont des tensions. Voilà. Je fais une petite remarque sur le schéma. En général, ces deux pôles-là sont reliés à la masse. D'accord? Donc vous mesurez avec un oscillo ça, avec un oscillo ce truc-là. D'accord? Donc ça et ça, en général, reliés à la masse. D'accord? Alors en fait, je vais vous donner un exemple pour que vous vous rendiez compte qu'on ne va rien voir de nouveau. Donc en fait, tout ce qu'on va voir aujourd'hui et dans la semaine prochaine, c'est que juste un changement de point de vue. Oui. En général, relié à la masse. Enfin, c'est le symbole de masse. Je n'avais pas de masse. Pardon? Bah, ça dépend, tu décides ce que tu veux en fait, mais en général, comme ils sont reliés à la masse, après, voilà. Ça, c'est un filtre. C'est un filtre si vous décidez de faire une grosse boîte comme ça. D'accord? De dire que ça, c'est S de CS, et de dire que ça, c'est E. Donc un circuit RLC série, c'est un filtre. Vous avez une entrée E qui est la tension borne de votre générateur, et une sortie S qui est la tension borne de votre condensateur. Voilà un filtre. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'une arrivée sinusoïdale un truc qui sera continu? Non. Parce qu'il y a que 2-3 propriétés que tu as déjà vues en fait, mais qu'on va rappeler. D'accord? Enfin, alors non si ton filtre est linéaire. Si ton filtre est non linéaire, tu fais ce que tu veux de ta vie. Voilà. Pardon, autant pour moi. Si. On est d'accord là-dessus? Sur ce truc-là? Donc en fait, n'importe quel circuit électrique peut être considéré comme un filtre avec l'entrée, la tension borne du générateur et la sortie, la tension borne n'importe quel dipôle. C'est un filtre. Donc vraiment, comprenez ça comme vraiment un changement de point de vue, pas comme un objet nouveau. Oui. D'accord, condensateur dedans. Alors ça dépend. Là, je l'ai mis dehors pour qu'on voit bien S, mais je pourrais par exemple dire qu'en fait c'est comme ça et je mets deux fils qui sortent. Si vous préférez, je peux faire ça. Voilà. Si tu as que ça pour se faire plaisir, je peux faire ça. Mais on s'en fout en fait. Tu vois, ça va. Voilà. Mais juste deux boîtes noires, d'accord? Voilà. En fait, pour reprendre la question, cet objet-là, là, ça c'est un filtre. Ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie. C'est un filtre non linéaire, mais vous avez une entrée et une sortie. Voilà. C'est un filtre électrique. On est d'accord? Tension d'entrée, tension de sortie.
Donc des fils, vous utilisez ça vraiment tout le temps en fait, sans vous en rendre compte, mais en fait, voilà. J'avais... Je l'ai foutu. Là, ok. C'est nouveau. Alors, l'idée, la chose suivante, c'est que maintenant, on va faire un certain nombre de trucs, de théorèmes assez sympas. Si votre filtre est linéaire, d'accord? Autrement dit, si l'équation différentielle qui régit son comportement est linéaire, d'accord? Ça signifie que si votre entrée correspondra au second membre de votre équation différentielle, la sortie a une solution particulière, d'accord? Et donc, tout ce qu'on a vu précédemment vous raconte que si votre entrée est une fonction sinusoïdale à oméga, alors votre sortie est forcément une fonction sinusoïdale à oméga. D'où mon nom de tout à l'heure. Avec les diodes, on transforme l'alternative en... C'est ça. Tu fais d'abord un pont de diode, ensuite tu fais des trucs, mais voilà. Donc il y a du non-linéaire dedans. Quand ça monte, ça se perd. Voilà, c'est ça. C'est ça le principe. Il y a du non-linéaire dedans. En fait, en gros, c'est même une signature. Si jamais, en faisant rentrer un signal sinusoïdal ici, tu sors un truc chelou de l'autre côté, c'est que ton filtre n'est pas linéaire. C'est une certitude. D'accord? Donc, on est parti. Ça, c'est votre théorème de base. Si le filtre est linéaire, alors, si E de t, si E, pardon, est sinusoïdal à oméga, alors S est sinusoïdal à oméga. Le corollaire de ça, c'est que si la composition spectrale de S est forcément la même que celle de E. Ouais. Si ça c'est linéaire, alors tout ceci est vrai. Tu veux que je mette des parenthèses? Voilà, c'est ça. Linéaire implique ça. D'accord, voilà. Je mets des parenthèses si tu veux, je factorise ma proposition. Donc le corollaire de ça, c'est que E et S ont la même composition spectrale. Si le filtre est linéaire. On est d'accord? Bien. Donc maintenant, vu qu'on a un filtre, vu qu'il est linéaire, vu qu'il se comporte vachement bien par rapport aux fonctions sinusoïdales, on va pouvoir l'étudier en formalisme complexe. D'accord? Voilà. Et là, vous allez voir que ça va être magique. Donc, on va donc étudier le filtre en formalisme complexe. Avec donc E bar de t qui va valoir grand E exponentielle j phi E exponentielle j oméga t. D'accord? Pour une fois, j'utilise la représentation complexe. C'est pour ça que c'est une petite truc et que ça dépend du temps. C'est bon? C'est moi la différence entre les deux? Ça, c'est la représentation complexe. Et S de t, je vais l'appeler EM, pardon. Et ce que je sais de S bar de t, c'est que ça, a priori, c'est différent. Ça, a priori, c'est différent. Mais que ça, c'est la même chose, d'accord? Donc ça vaut Sm exponentielle j phi s exponentielle j oméga t, d'accord? Donc c'est vraiment hyper important que vous compreniez que le théorème qu'on vient d'énoncer juste avant, ça implique que ce truc-là et ce truc-là, c'est la même bestiole. Bien entendu, l'amplitude et la phase peuvent subir des modifications dramatiques au passage de votre filtre, mais par contre, la fréquence, ou la pulsation, elle ne subit aucune modification. On est d'accord là-dessus? Et bien là, on arrive à quelque chose que vous connaissez particulièrement bien. On définit alors la fonction de transfert comme le rapport entre ça et ça. H bar égale, alors j'ai passé en blanc au milieu, d'accord? Donc je vais dire que c'est petit s bar sur petit e bar,
Mais en fait, est-ce que ce truc-là dépend du temps, si je fais le rapport des deux? Non. Non, parce que c'est le même exponentielle j oméga t, et donc en fait, la définition qui m'intéresse que vous reteniez, c'est qu'en fait, c'est le rapport des amplitudes complexes. Autrement dit, c'est Sm bar sur Em bar. Non. Je le fais exprès pour que ça cogite dans votre petite tête. D'accord? C'est un H, oui. Ça te plaît pas, mon H? C'est chiant ce matin. C'est un H. Voilà. D'accord? Fonction de transfert. H comme transfert. Ça arrive. Ouais. Ça arrive. D'accord? Voilà. Donc, en gros, la définition stricte, c'est celle que j'ai écrite en blanc. D'accord? Mais vous voyez que le problème de cette définition stricte, c'est qu'on a l'impression que H bar dépend du temps. Parce que S et E dépendent du temps. Or, en fait, quand vous faites le rapport des deux, H bar ne dépend pas du temps. Ok? Ok, donc, parce que ça dézingue. Ok, donc là, pour moi, la définition fonctionnelle, c'est l'amplitude complexe de sortie divisée par l'amplitude complexe d'entrée. Et ça, c'est absolument génial. Parce que, grosso modo, si vous voulez connaître l'amplitude réelle de la sortie, vous prenez le module de tout ce merdier. D'accord? Voilà. Alors, on va le faire. Vous allez voir. Donc, si on passe au module avec H est égal à module de H bar. On est d'accord là-dessus? Eh bien, en fait, j'ai H qui vaut quoi? Par définition, ça vaut le module de ce truc-là. C'est un rapport. Le module des rapports, c'est le rapport des modules. Et le module de Sm bar, c'est tout simplement Sm. C'est pareil pour Em. Donc, en gros, ça s'écrit autrement. L'amplitude de sortie, c'est tout simplement le module de H bar multiplié par Em. Je reviens à la notation module pour qu'il n'y ait pas trop de notation qui se surajoute dans les choses. Donc en gros, si vous connaissez votre amplitude d'entrée et que vous connaissez votre fonction de transfert, vous connaissez l'amplitude de sortie. C'est un simple produit. Ah mais vous la connaissez la fonction de transfert. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire de phi s? Si je vérifie. Ouais. C'est l'argument de H bar. C'est l'argument de H bar, moins, plus, pardon, plus phi. Donc, en gros, un filtre va vous introduire un coefficient multiplicatif sur l'amplitude et va vous introduire, je le recopie là, et va vous introduire un décalage en phase. C'est la même chose, hein, juste. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Comme je le recopie, j'écris des conneries. Je vous remercie. D'accord? Donc en gros, un filtre, ça introduit un déphasage et ça introduit un coefficient multiplicatif sur l'amplitude. Superbe. Magique, voilà. Ok. En fait, d'une certaine façon, le cours est terminé. J'exagère parce qu'il y a du monde derrière. Mais après, c'est quasiment que de la technique. En fait, vous avez juste compris qu'on va prendre des circuits électriques qu'on connaît déjà, du RLC, du RL, du RC, des trucs comme ça. Et au lieu de les considérer en disant, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension. Ce qui va vous intéresser, c'est le rapport entre la tension et la tension d'entrée. Mais comme si vous vous souvenez, vous avez à chaque fois des trucs du type UM bar égale E sur quelque chose. Vous êtes d'accord que on avait des trucs comme ça la semaine dernière? Bon, bah, ça revient à écrire ça, quoi. Au secours. Enfin, j'ai rien fait en fait, d'accord? C'est juste qu'au lieu de m'intéresser à une tension en fonction d'une autre tension, je m'intéresse au rapport des deux tensions. Et un truc sur dimension au milieu. D'ailleurs, ça vaut peut-être le coup de l'écrire. C'est quoi les dimensions de H? Je viens de le dire, mais bon. H est sans dimension, hein, d'accord? Petite remarque, d'accord? À partir de maintenant, tout va devenir relativement technique. Alors, je vous rappelle le début de la saison précédente, d'accord?
Le but du jeu, c'est, quand vous avez une grandeur à trouver, de déterminer uniquement son amplitude et sa phase, pour pouvoir les réinjecter dans l'expression sinusoïdale du problème. On est d'accord? Donc maintenant, on redézoome. Ça veut dire que je vous donne un filtre. Je vous dis, ok, ça c'est l'entrée, c'est quoi la sortie? Ce qui vous intéresse, c'est de déterminer l'amplitude de la sortie et la phase de la sortie pour pouvoir les réinjecter dans l'expression que vous connaissez qui vaut SM cosinus oméga t plus phi s. D'accord? Pour trouver SM, il vous faut le module de h bar. Pour trouver phi s, il vous faut l'argument de h bar. D'accord? Si vous avez un moyen d'accéder à ça, le problème il est terminé. Donc le principe maintenant, ça va être de voir comment on peut représenter graphiquement tant l'argument de h bar que le module de h bar en fonction de la seule chose dont ça dépend, c'est la fréquence. Vous êtes d'accord que h bar ne dépend plus du temps, mais h bar par contre a le mauvais goût, ou le bon goût, parce que c'est quand même comme ça qu'on arrive à survivre, de dépendre de la fréquence. Et donc en gros, on va essayer de tracer, non pas h bar parce que c'est un complexe, et tracer des complexes c'est pénible, mais on va essayer de tracer le module de h bar, qui est une grandeur réelle positive, et l'argument de h bar en fonction de la fréquence. On est d'accord jusque-là? Si vous avez un magnifique graphique sur le sujet, je vous dis, bah, à telle fréquence, vous lisez le module de h bar, vous mettez le module de h bar là-dedans, vous connaissez ça, donc vous trouvez ça. C'est bon sur cette histoire-là? Donc souvenez-vous que où est la lettre A, d'accord? Où est-ce qu'on va arriver? Là, on en est à peu près à Q. D'accord? Voilà, on va arriver jusqu'à Z à la fin, d'accord? Et il faut que vous compreniez le cheminement pour partir de là où on va, pour revenir tout au début. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Alors, le problème, il est le suivant. Les fréquences, surtout en électrocinétique, mais c'est vrai dans tout l'électromagnétisme, en fait, ont des champs de variation qui sont extrêmement grands. Vous l'avez vu en TP, par exemple, votre GBF peut produire des fréquences allant de 100 Hz jusqu'à 100 kHz. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, vous avez un facteur, même là, dans un truc qui est quand même pas très... Enfin, vous êtes en TP dans un lycée, quoi. C'est pas non plus un truc foufou, d'accord? Vous avez donc un truc qui a déjà un facteur 1000 entre la fréquence la plus élevée et la fréquence la plus basse. On est d'accord? Si vous essayez de faire la même chose avec l'intégralité du spectre électromagnétique, d'accord? Vous allez partir du 50 Hz d'EDF, et puis vous allez aller au mégahertz, au gigahertz, au terahertz, d'accord? Donc vous avez en fait une échelle de représentation de vos fréquences qui est extrêmement grande. Et ça pose un problème. Ça pose un problème pour la raison suivante. Imaginons que je fasse un axe, un graphique comme vous connaissez si bien, d'accord? Je pars de 0, je veux mettre la fréquence ici. Si je mets 100 000 ici, est-ce que je peux lire sur ce graphique ce qui se passe entre 100 et 1000 en fait? Ben non, en fait, c'est tout caché là en fait. D'accord? Donc en gros, avec un peu de chance, je vais avoir 10 puissance 4 ici, un dixième. Et puis là, en fait, ben, je vois absolument que dalle de ce qui se passe. Et donc j'ai une vision qui est biaisée en fait, et c'est une vision qui est écrasée par la valeur maximale de mon paramètre. D'accord? Donc ça, c'est un énorme problème, parce que si on veut avoir une représentation graphique exploitable, exploitable, c'est-à-dire on peut lire des trucs, d'accord, avec une précision pas trop dégueulasse dans ces endroits-là, mais quand même avec un champ énorme, et bien une échelle linéaire, c'est une échelle désastreuse. D'accord? Parce que si je vous dis, lisez là, si je vous dis, bah là, je trace la courbe, j'en sais rien, on va faire une courbe à la con, voilà. Si je vous dis, qu'est-ce qui se passe à 92 Hz et qu'est-ce qui se passe à 104 Hz, bah, bon, il se passe la même chose. On est d'accord? Parce que vous n'avez pas la précision là. Bien sûr, si je vous dis qu'est-ce qui se passe à 92 000 Hz et à machin, là vous allez le voir à fond, c'est hyper clair. Mais par contre, plus vous allez descendre en ordre de grandeur, moins vous allez voir. Donc ça, c'est un énorme problème et l'échelle linéaire n'est pas du tout adaptée pour représenter des ordres de grandeur, enfin des différences d'ordre de grandeur trop grandes. D'accord? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et ça c'est plus un truc qui vient d'un peu plus loin, il s'avère en fait que les rapports de fréquence, comme on l'a vu tout à l'heure, sont des rapports multiplicatifs. Ça, c'est un truc que vous avez vu au lycée, d'accord? Vous l'avez vu, vous avez fait un truc sur la théorie musicale, si je ne me trompe pas, au lycée, sur le programme de première. Ouais, vaguement. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez que, par exemple, si vous avez un La 440, le La suivant, il est à 880. D'accord? Le La suivant, il est à 1760. C'est des facteurs. Vous multipliez à chaque fois.
Donc autrement dit, la distance entre deux là, par exemple, c'est pas la même sur un axe linéaire. Par contre, ça pourrait être la même sur un axe qui respecterait des intervalles égaux avec des multiplications. Non mais vous connaissez, c'est bon, vous connaissez la fin. D'accord? Mais je vous explique pourquoi. Parce que je sais que M. K, il n'a pas le temps. Donc M. K, il vous fait, allez, on passe au log et on se fait pas chier. Voilà, mais pourquoi quoi? D'accord? Et en fait, vous connaissez une fonction qui effectivement est capable de transformer les produits en addition. Ça, c'est le log. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, on va représenter nos graphiques, non pas module de h bar en fonction de la fréquence, mais au minimum, en tout cas, en logarithme de la fréquence en abscisse. Il s'avère que pour h bar, vous avez exactement les mêmes problèmes. Vous pouvez avoir, en fait, h bar qui vaut en module 1, et puis qui, très rapidement en fréquence, vaut 1 centième, 1 millième, 1 dix millième, etc., etc. Donc, c'est exactement la même problématique. D'accord? Vous allez avoir en fait une courbe qui va faire ça. Voilà. Et puis ce qui se passe là, vous allez voir que dalle. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est aussi passer en échelle logarithmique pour le module de h bar. Pour justement pouvoir encaisser des différences d'ordre de grandeur très grandes. Pour la phase, on n'a pas besoin. Parce que l'argument, c'est un log en fait, déjà. Donc on ne va pas repasser au log un truc, c'est bon, vous pigez que l'argument c'est un log, bon monsieur, il ne faut pas que monsieur Lévy écoute ce que je suis en train de raconter, mais ça marche comme un log, d'accord? Vous avez exponentielle iθ, prenez le log, vous divisez par i, enfin voilà, on sent que mécanistiquement ça marche un peu comme ça. Ça reste entre nous, hein, d'accord? Parce que là pour le coup je vais perdre un membre hein, si je dis ça, d'accord? Mais mécanistiquement, vous êtes d'accord que ça marche pareil comme ça? Donc en gros, on va devoir passer au log, d'accord? Et on va s'intéresser à la suite. Donc on est parti. Gain, donc petit 3, c'est ça? 4, 3? 3. Gain. Je vérifie. Alors, petite remarque, ceci est une multiplication. Le mot gain est un mot hyper important, d'accord? Quand vous gagnez quelque chose, si je vous dis par exemple, hier j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné 2, d'accord? Je ne mets pas d'unité au passage, d'accord? Mais vous savez que c'est un plus, c'est pas un fois, d'accord? C'est pas une multiplication, ça. On dit j'ai gagné 2 euros, c'est pas que votre fortune a été multipliée par 2. C'est juste vous avez rajouté 2 euros, ok? Donc souvenez-vous que le mot gain, c'est un terme d'addition. Or, ce qui se passe dans un filtre, c'est un terme de multiplication. Donc si vous voulez trouver h bar, il va falloir passer dans l'autre sens. Donc on est parti. Le principe est le suivant. Et on va faire les définitions propres. Et ensuite, on va voir un peu comment ça se passe. Donc, soit un filtre électrique, d'accord, en électrocinétique. D'accord, donc, je refais un petit dessin. Hein. Donc voilà, avec une magnifique fonction de transfert, h bar au milieu. Donc si j'écris h bar, c'est e bar et s bar. Alors, on va... Et je vais prendre soit une impédance, non, soit une résistance, je ne vais pas me faire chier, soit une résistance R0, quelconque, de référence, d'accord? Donc, on note PE, la puissance qui serait dissipée par la résistance si elle était soumise à E. Voilà. La puissance dissipée par R0 si elle était soumise à petit e. Et à votre avis, on note PS quoi? Bah, je sais pas. Ouais. C'est la sortie, d'accord? Ouais. Et on note PS, la puissance dissipée par R0, si elle était soumise à S. L'idée est la chose suivante, c'est que donc ce que vous allez essayer de comparer, c'est la puissance que vous avez en entrée par rapport à la puissance que vous avez en sortie. D'accord? À partir du moment où vous êtes capable d'appliquer la tension sans modifier le filtre à une résistance R0 quelconque.
Petite remarque, c'est une construction complètement théorique en électrocinétique, parce que si vous branchez un R0 ici, en général, ça a un impact très fort sur H bar. D'accord? Donc c'est vraiment une vision purement de l'esprit. Alors on est parti, une fois qu'on a raconté ça, on définit donc le gain en belle. Oui, C'est bien E et pas E bar. c'est E là, oui, pour le coup. Mais ça, oui, oui, parce que là c'est une notation physique. On définit le gain, et son unité standard c'est le belle comme moi, mais c'est pas moi. En belle par G est égal au logarithme décimal de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. D'accord? Voilà l'idée. Et maintenant, on va broder. Oui? Non, ça n'a rien à voir, c'est le log. Ce dont tu parles, c'est le log. Parce que c'est un degré, quoi. C'est comme les degrés, c'est comme les radians, c'est comme tout genre de choses. C'est une idée parce qu'on va faire des subdivisions. Or, ça vaut quoi en fait PS et PE en fonction de R0 et de E? En puissance instantanée. Résistance, puissance, tension. Effectivement, ça vaut E carré sur quand R0, d'accord? Et non, ça c'est S carré, pardon. Et ça vaut E carré sur R0. On est d'accord là-dessus? Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me demander ce que je fais. Pardon, j'ai dit une bêtise. Ça, c'est la... Vous pouvez me marquer un petit moyenne ici quand même, histoire que j'évite de raconter des conneries. Puissance, parce que ça peut passer par 0, sinon de temps en temps, c'est pas terrible. C'est la puissance moyenne, d'accord? Dissipée. Donc ici, pardon, PS, c'est quoi? C'est S efficace au carré, et ça, c'est E efficace au carré. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est bon? Voilà. Donc c'est juste histoire que j'ai des constantes, quoi, plutôt que des trucs qui dépendent du temps. Et donc en gros, ça vous raconte la chose suivante. Si ce qui vous intéresse, c'est pas les puissances, mais les tensions de sortie, ça signifie que le gain, toujours en belle, c'est égal au logarithme. Et vous voyez qu'en fait, tout dégage dans cette histoire-là. D'accord? Et ça vous donne le rapport, en fait, entre S efficace carré sur E efficace carré. Donc, on va sortir le 2. Et on se rend compte, le rapport des grandeurs efficaces, est-ce que tout le monde est d'accord que c'est aussi le rapport des grandeurs, enfin des amplitudes? Il y a un facteur racine de 2 entre les deux, ça disparaît. Donc en gros, c'est SM sur EM. On est d'accord là-dessus? Il n'y a pas de barre, hein, c'est des amplitudes réelles. Mais ça, c'est quoi en fonction de H? Le rapport des amplitudes de sortie sur l'amplitude d'entrée? C'est pas H. Enfin, si, c'est H, mais sans rien. Ouais. C'est le module de H bar. Voilà. Effectivement, c'est ce que j'ai appelé H tout à l'heure. C'est le module de H bar. D'accord? Alors, dès maintenant, je le dis, parce que vous allez faire la connerie, on prend le log du module de H bar. Ne prenez pas le log d'un complexe. D'accord? C'est le module. C'est un beau réel positif, tout ce qu'on aime bien, avec un log tout gentil, tout plein. Donc ça, c'est pas tout à fait la définition que vous avez eue en ici. Parce qu'il y a un facteur 10, tout simplement parce qu'on utilise rarement le gain en belle, mais on l'utilise en décibels, qui est au belle, ce que le décimètre est au mètre. Voilà. On a dit justement que le H bar c'est égal à H. Aussi, oui, c'est juste une histoire de notation. Oui. Bah, rien, justement. C'est merdique. En face. En face. Donc, on utilise alors le gain en décibels. Donc, Bell au passage a perdu sa majuscule, mais théoriquement il ne devrait pas. D'accord? En vrai. Mais on le retrouve dans la notation de l'unité standard. C'est dB, de la même façon que les décimètres ou des décilitres ou des décis, ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Et on le note GdB, même si en général le dB a tendance à dégager à terme, ça vaut
20 fois. Donc le facteur 10, il vient de là. D'accord? Donc vous voyez d'où vient le facteur 2, ça vient du fait que la puissance, c'est la tension au carré. 20 fois le logarithme décimal du module de h bar. Et ça, c'est la formule que je veux que vous connaissiez par cœur. Et que vous connaissez déjà probablement, puisque c'est la même que celle que vous devez avoir en SI. D'accord? Petite remarque, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais le log, c'est le log décimal. Je vous rappelle donc, juste avant que vous ne partiez, un certain nombre de choses. En particulier le fait que le log de 10 puissance x, ça vaut combien? Ça vaut x, d'accord? Et deuxième chose que je vous donne, c'est que le module de h bar, c'est donc quoi par rapport au gain? Autrement dit, c'est quoi la fonction réciproque du logarithme décimal? C'est 10 puissance, d'accord? Donc h, c'est donc 10 puissance, le gain en décibels, divisé par 20. Voilà. On est d'accord là-dessus? Je vous laisse partir. On se voit demain matin à 9 h. D'accord.